Bonjour à tous, nous sommes très ravis de vous accueillir, que ce soit les chercheurs de l'INRAE, enseignants et équipes Association française pour l'éducation par la recherche, porteuse du projet S'Aventurier. Nous sommes aujourd'hui ensemble pour lancer un programme d'envergure nationale portant sur l'alimentation durable. Ce projet est une volonté commune de l'INRAE et de S'Aventurier pour présenter le fait alimentaire dans toute sa complexité aux élèves des écoles, des collèges et des lycées. À cette fin, nous avons pendant les mois précédents créé des ressources, conçu des projets pour les classes, des projets d'éducation par la recherche, dont vous pouvez bénéficier dès la rentrée. Vous allez donc, enseignants, avoir à disposition des ressources créées par les chercheurs et les enseignants, s'aventuriers, des méthodes et des supports de travail dont on parlera plus longuement dans le webinaire sur lesquels je ne m'attarderai pas, mais également des moments de formation et un MOOC à part entière en 2 parties dont on parlera également. Pourquoi nous avons voulu ce partenariat avec l'INRAE? Pourquoi cette volonté commune? Habituellement, l'alimentation est abordée à l'école sous l'angle de la prescription, ce qui convient ou pas de manger, sous l'angle de la bonne nutrition, des bonnes pratiques. Elle est également abordée à travers certaines parties des programmes scolaires, au niveau de la santé, au niveau aussi de l'impact sur l'environnement. Et nous avons voulu un peu sortir de cette famille des éducations A que nous connaissons tous à l'école, l'éducation à la sexualité, l'éducation à l'alimentation, l'éducation au développement durable, pour proposer une approche du fait alimentaire dans toute sa complexité. On le verra tout à l'heure, de la production jusqu'à la santé, en passant par la consommation, en passant par l'économie, en passant par les différents modes culturels de consommation et sociaux, des déterminismes, mais également la recherche pour améliorer les produits alimentaires. Et tout ça sous un angle important, dont la FPR et S'Aventurier est porteuse. Que dit le fait alimentaire dans notre volonté d'adaptation et d'atténuation de notre impact environnemental? Tout cela, nous mobilisons les méthodes et approches de l'éducation par la recherche, dont certains d'entre vous sont familiers. Je rappelle simplement le principe, c'est initier nos jeunes aux enjeux et méthodes de la recherche scientifique, comment un savoir est produit, comment on le valide, comment on le fait circuler, que veut dire apprendre avec rigueur, que veut dire apprendre avec méthode et que faire surtout de ces savoirs acquis. Je vais m'arrêter là et je vais remercier surtout vraiment tous les collègues qui se mobilisent depuis des mois pour créer ce projet à l'attention des classes. Et je vais surtout laisser la main à Aristoteles Camillo, ingénieur pédagogique et chargé de projet éducation de la FPR S'Aventurier, qui est le chef d'orchestre de ce projet Alimentation durable. Et à toi, Aristoteles. Merci. Merci Ange pour cette introduction. Je vais profiter de ce moment de présentation aussi pour vous présenter en fait nos invités ce soir qui vont vous permettre de connaître les ressources que la FPR est en train de créer à travers les projets S'Aventurier par le regard du coup de nos enseignants ambassadeurs, Bénédicte Assonia qui est professeur des écoles et Mathieu Estin qui est aussi professeur d'SVT et qui travaille avec nous depuis des années. Et nous allons avoir également la présence de Géraldine Bocquet-Haut, qui est ingénieure agronome, chercheuse en économie de l'environnement à l'INRAE, ainsi que Laurent-Emmanuel Monfoulet, qui est chargé de recherche en nutrition et santé vasculaire, également à l'INRAE, qui ont, les 4 contribuent à la création des ressources, que ce soit les projets qu'on va vous présenter vers la fin de la présentation, mais également des 3 fresques qui ciblent le cycle 1, 2, 3 qui vont être présentés au tout début de cette présentation. Donc, pour commencer, je vais passer la parole. Je passe les slides qui ne veulent pas passer. Hop. Alors, est-ce que je suis au bon endroit? Voilà. Laurent, Emmanuel et Géraldine qui vont en fait nous parler de ce que c'est. Ils vont définir ce que c'est l'alimentation durable, puisqu'on en parle et c'est de ça qu'il s'agit, et aussi nous faire un topo sur les filières alimentaires ainsi que les impacts à la fois sur la santé, les impacts environnementaux et socio-économiques.
Donc, j'invite, je pense que c'est Bénédicte, c'est Géraldine qui va commencer. Je te passe la parole et je coupe mon micro. Merci Aristoteles. Bonjour à tous. Donc, moi, j'ai un peu la charge de poser le cadre. Donc, je vais commencer par des définitions. Déjà, je vais commencer par la définition de ce qu'on entend par système. Pour nous, ici, un système, ça va être un ensemble d'éléments qui interagissent entre eux à l'intérieur d'une frontière commune. Et ici, on a voulu représenter plus concrètement les multiples éléments qui interagissent dans les systèmes alimentaires, dans un cadre qui soit suffisamment général pour englober toute la diversité actuelle des modes de production alimentaire, des types de transformation, des circuits de commercialisation. Donc, on veut bien montrer toute la complexité des systèmes alimentaires et aussi proposer un cadre d'analyse qui soit unique et aussi souligner les évolutions possibles de ces systèmes vers plus de durabilité, parce que ces systèmes, évidemment, ne sont pas figés. Alors, je voudrais aussi rappeler ce qu'on entend par système alimentaire durable, ce qui lie toutes les composantes des systèmes alimentaires. C'est la fonction première, c'est nourrir les hommes. Et on va qualifier ces systèmes de durables s'ils répondent à ce besoin de fourniture de nourriture, c'est un besoin présent, mais attention, sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Et cette durabilité, elle est communément déclinée sur 3 dimensions qui ont été établies au sommet de Rio de 1992. Donc, la première dimension, c'est la dimension économique qui propose de contribuer à l'emploi et au PIB. On a ensuite une dimension plus sociale qui inclut la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la santé, la réduction des inégalités entre les acteurs du système, entre les territoires. Et puis, on a une troisième dimension qui est la dimension environnementale qui doit viser à préserver les ressources naturelles, la biodiversité et aussi à contribuer à l'atténuation du changement climatique, tout en s'y adaptant, puisque le changement climatique a un impact sur les processus de production alimentaire. Et respecter ces 3 dimensions, en plus, ça permet au système d'être résilient, c'est-à-dire de résister au choc, ce qui est aussi très important, étant donné le contexte actuel. Donc, ce cadre étant posé, je vais vous illustrer avec la diapo que vous pouvez voir ici, ce qu'est un système alimentaire. Je vais décrire brièvement cette diapo. Il faut savoir que c'est une représentation simplifiée des systèmes alimentaires et elle va permettre à terme de positionner les différents projets scientifiques qui vont être proposés et d'avoir en fait un référentiel commun pour l'ensemble des projets du volet alimentation durable des aventuriers. Excusez-moi Géraldine, je profite du fait que tu vas passer maintenant à la fresque. Est-ce que tout le monde peut voir bien la présentation? J'ai vu le commentaire de Monsieur Daudet. Est-ce que vous la voyez, le partage d'écran? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? D'accord. Je voulais juste vérifier. Je suis désolé de cette coupure, mais c'est juste pour vérifier que tout le monde allait pouvoir effectivement voir la suite. Je te laisse la parole. Voilà, donc puisque tout le monde voit la fresque, enfin c'est une filière qu'on a représentée. Je vais vous expliquer comment la lire. Donc il y a déjà un axe horizontal qui se lit de gauche à droite et qui suit en fait le parcours d'un produit alimentaire brut depuis sa production jusqu'à sa consommation, en passant par différentes étapes qui sont le transport et le conditionnement, la transformation éventuelle et la distribution. C'est donc une représentation des systèmes alimentaires qui est de type filière. Il y a plusieurs représentations possibles et ici, on a choisi une représentation de type filière, d'où le titre de la diapo. Et dans cette représentation, on a bien plusieurs étapes qui concourent à un objectif final qui est l'approvisionnement du consommateur en produits alimentaires finis. Alors, en allant un peu plus dans le détail, on voit que les étapes production, transport, transformation et distribution, elles constituent en fait la partie offre de produits alimentaires.
Et la dernière étape de consommation, elle correspond à la partie demande. Donc ça, c'est pour la lecture horizontale. Et on a un deuxième sens de lecture de haut vers le bas, du haut vers le bas, qui permet en fait à chaque étape d'associer un certain nombre d'impacts en fonction des objectifs de développement durable. Ces impacts, ils sont multiples. Ils sont positifs ou négatifs par rapport à l'atteinte de ces objectifs de développement durable. Et ici, on en a mis quelques-uns pour mémoire, mais bien sûr, ce n'est pas exhaustif. Voilà, alors pour rentrer encore plus dans le détail, je vais vous détailler un peu plus l'étape de production que je connais assez bien. Donc, à cette étape, on va avoir les systèmes de production agricole, systèmes de culture, systèmes d'élevage et aussi aquacole, qui sont très variés. Donc, on va avoir des modes de production conventionnels, biologiques, agroécologiques, avec des systèmes intermédiaires entre ces différents grands types. Et ces systèmes de production, ils ont l'originalité d'avoir étroitement besoin du fonctionnement des écosystèmes pour produire, en plus des facteurs de production classiques que sont le travail et le capital. Alors, on voit que si on regarde la partie impact de l'étape production, on peut parler des impacts sur la santé, donc on va avoir des impacts sur la santé du producteur, sur le bien-être des animaux d'élevage, des impacts sur les riverains et la population en général. On va avoir aussi des effets sur l'environnement, que ce soit dans l'eau, dans l'air, dans le sol. Donc, ça a des effets sur l'environnement proche, mais aussi sur l'environnement plus éloigné via la diffusion des pollutions. Et les effets négatifs les plus urgents à limiter sont l'érosion de la biodiversité et l'émission de gaz à effet de serre. Mais il faut souligner qu'il y a des effets positifs des systèmes de production agricole, comme le stockage de carbone et l'entretien des paysages. Et puis, il y a des effets socio-économiques qui vont toucher à la rémunération du producteur, le problème du partage de la valeur ajoutée dans la filière, de la vitalité économique des zones rurales, etc. Maintenant, je vais vous dire quelques mots sur les 3 étapes suivantes. Je vais aller beaucoup plus vite. Je vais vous inviter à noter que ces étapes peuvent être intégrées dans les systèmes de production. Par exemple, l'étape de transformation, elle peut être faite à la ferme. Le transport et la distribution peut être aussi réalisé par l'agriculteur. Hein, c'est ce qu'on appelle la vente directe et les circuits courts. Vous noterez aussi que la transformation présente tout un gradient de complexité dans ces procédés, depuis la simple conservation, la cuisson, l'emballage sous vide, la production de conserve, jusqu'à l'ultra-transformation, qui, elle, est possible seulement dans des unités industrielles agroalimentaires dédiées. Et puis, vous noterez aussi que la distribution propose des produits dans les marchés de plein air, les grandes et moyennes surfaces, les supérettes. Et ces produits vont être de plus ou moins bonne qualité, ils vont être fournis plus ou moins près des consommateurs, ce qui pose notamment les problèmes d'accès à des aliments de qualité, en quantité suffisante et de qualité. Donc, à chaque fois, vous voyez bien qu'il y a des impacts qui vont se cumuler au long de la filière. Et maintenant, je vais laisser la parole à Laurent Emmanuel pour l'étape consommation qui représente donc le côté demande de produits alimentaires. Merci Géraldine. Donc effectivement, nous consommateurs, que ce soit dans notre foyer ou lorsque l'on va dans des lieux collectifs de restauration, on est acteurs principaux de la filière alimentaire puisque nos choix vont conditionner plusieurs points, notamment les points de distribution, puisqu'on peut choisir de faire nos achats dans des marchés, dans des supermarchés, sur des circuits courts et autres. Donc notre action en tant que consommateur va pouvoir se répercuter à différents niveaux de la chaîne alimentaire. Le premier impact que va avoir notre choix sur les produits qui nous sont proposés, ça va être notre santé. On l'entend souvent à la télé via les messages du PNNS, donc le plan de nutrition santé nationale, ou d'autres messages que nos choix alimentaires vont impacter notre santé et notamment le choix du régime, des équilibres qu'on va apporter à notre alimentation
va se répercuter donc sur la santé à court ou moyen terme, voire long terme. Elle impacte le côté santé peut aussi concerner les personnes qui fournissent l'offre, notamment les restaurateurs, parce que les conditions de travail peuvent impacter sur leur santé, même s'ils ne sont pas consommateurs du produit qu'ils génèrent. On a un impact important sur l'environnement, parce que nos modes de consommation, et notamment la gestion après consommation, peut impacter sur l'environnement, notamment le gaspillage alimentaire, la gestion des déchets. Les choix que l'on fait en fonction des produits qui nous sont proposés peuvent également impacter l'environnement. Si on choisit plutôt de s'approvisionner sur des circuits courts, il y aura probablement un impact moins important sur les gaz à effet de serre liés à la production du produit, plutôt que lorsque l'on prend le choix d'acheter un produit qui vient de l'autre bout de la planète. Donc nos choix impactent directement l'environnement. Il y a aussi un impact lié à la préparation de l'aliment, si on le prépare nous-mêmes ou s'il a été préparé par des industries agroalimentaires et avec le coût des énergies qui sont associées. Et on a aussi un impact sur l'environnement quand on choisit les produits de saison, puisque respecter la saisonnalité des aliments va permettre de réduire les gaz à effet de serre plutôt que produire des gaz sous serre qui sont parfois chauffés, où il y a nécessité d'intervenir pour pouvoir produire un aliment qui n'est pas dans sa saison de prédilection et de production. Et enfin, notre mode de consommation va aussi avoir des impacts socio-économiques, puisqu'on peut avoir au cours de la prise des repas, de la convivialité, des interactions avec les gens, on va aussi pouvoir perpétuer la tradition et la culture culinaire en respectant des plats traditionnels locaux, nationaux, autres, le faire partager autour de nous. Donc ça va rentrer dans le côté social. Et puis, il y a un côté économique aussi où l'offre alimentaire devrait être juste et équitable pour tous en fonction de notre âge, nos moyens, et l'offre aussi qu'on peut nous proposer sur le territoire, avec des disparités des fois en fonction de si on habite plus à la campagne ou en ville. Donc, tout ce qui va tourner autour de la consommation propre va donc avoir un impact important sur ces trois aspects: santé, environnement, socio-économie, et avoir aussi une répercussion sur la filière en fonction des leviers sur lesquels on va pouvoir appuyer. Voilà ce que je pouvais le dire sur le côté consommation. Merci Laurent, Emmanuel et Géraldine pour cette explication. Du coup, de nous avoir permis de poser le cadre de cette considération de l'alimentation durable et comment est-ce qu'elle se déploie à travers ces différentes filières. Et en fait, une question que les enseignants doivent se poser là maintenant, c'est mais comment est-ce qu'on peut traiter cette thématique avec nos propres élèves? Et pour ça, je vais inviter Bénédicte qui va vous présenter en fait l'adaptation de cette fresque et des animations possibles pour le cycle 1, 2 et 3 dans un premier temps. Du coup, j'en profite pour dire que ces documents, que ce soit le visuel et le document d'accompagnement, vont être prêts pour la rentrée. Donc, début septembre, vous allez pouvoir retrouver sur les ressources s'aventurier ces éléments-là. Donc là, aujourd'hui, on vous fait un avant-goût de ce que nous sommes en train de mijoter dans les coulisses des aventuriers. Donc, je passe la parole à Bénédicte qui va vous présenter du coup ces trois déclinaisons des filières pour les trois cycles du primaire. Et oui, bonjour. Bonjour à tous. Alors, le mot bijouter est très bien choisi, très en lien avec le thème, justement. Et en lien avec ce qui vient d'être dit, effectivement, nous allons vous proposer des fresques, des outils clés en main destinés aux trois cycles des écoles maternelles et élémentaires. Ces outils vont vous permettre d'élaborer justement des projets de recherche sur l'alimentation durable. Et ils reposent sur des systèmes de production, sur des systèmes allant de la production à la consommation d'exemples de légumes, de fruits,
de céréales, de légumineuses ou bien de produits animaliers transformés, par exemple le fromage. À titre d'exemple, on peut avoir un produit local comme la carotte et un produit importé comme la banane. Alors, effectivement, tout ça sera prêt pour la rentrée et ces projets de recherche clés en main, ils ont été élaborés évidemment en lien avec les programmes de l'éducation nationale. Donc, comme vous pouvez le voir, vous allez avoir les compétences en lien avec le programme. Ce n'est pas exhaustif d'ailleurs parce qu'il y a également des compétences transversales que les élèves pourront acquérir. Ces projets de recherche permettent donc de valider tout au long de l'année des connaissances et des compétences des élèves. Ça s'inclut parfaitement dans la programmation annuelle. Ça fait 5 ans que je fais des projets s'aventuriers et c'est vraiment comme ça que je travaille. Ce n'est pas un travail en plus, c'est un travail qui s'inclut dans l'année. Alors justement, ce qu'on va voir, c'est que concernant les impacts, eh bien, ça va être évolutif. On ne va pas pouvoir traiter tout de suite de tous les impacts, tout simplement parce qu'on suit les programmes de l'éducation et donc on tient compte du développement psycho-affectif et cognitif des élèves. Voilà, selon leurs âges et leurs capacités. En cycle 1, on se retrouve avec des enfants non lecteurs. C'est un cycle où on apprend à communiquer. Donc, vous avez les compétences là que vous pouvez lire. On apprend à communiquer avec les adultes et les autres enfants en se faisant comprendre. On crée des langages, on crée divers usages. On apprend à raconter, à décrire. Là, c'est intéressant également parce qu'en lien avec le domaine 5, on apprend à créer une première chronologie, des petites chronologies, en utilisant les mots-outils puis, pendant, avant, après. Et en suivant un cycle de production, ça s'inclut parfaitement dedans. Il y a les premières connaissances par rapport au vivant, savoir tout simplement différencier le vivant du non-vivant. On est à l'âge de la pensée magique aussi, nommer des partie de son corps et reconnaître les 5 sens. C'est pour ça que là, il y a davantage d'impact au niveau de la consommation, parce qu'on pourra s'intéresser aux traditions culinaires, justement, à la convivialité, au goût, à la vue, voilà, tout ce qui est olfactif. Et puis apprendre à reconnaître quelques animaux, quelques plantes, voilà, et le développement de ceci. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur la manière comment on pourra l'animer davantage sur le… Alors, par exemple, si je reprends le thème de ce qui va être traité par rapport à la carotte, si je prends ce légume-là, eh bien, on pourra voir son mode de production au niveau local. Pourquoi pas imaginer le faire dans un potager de classe, aller voir une production locale, aller observer un marché. Voilà, pourquoi pas la grande surface à côté, et puis et bien faire des expériences culinaires. L'avantage de ce légume, c'est que cru, cuit, vous avez énormément de recettes sucrées, salées, voilà, avec différentes saveurs, et on le retrouve dans la plupart des cultures aussi. C'est important de s'ouvrir aux autres cultures du monde, de permettre à toutes les familles aussi de pouvoir s'inclure dans ce type de projet. Et donc, on a aussi choisi des aliments dans ce sens-là. Il y a la production de pâtes. Pourquoi pas élaborer des pâtes en classe. Et les pâtes, pardon, ce sont des aliments que l'on retrouve un petit peu dans toutes les cultures, asiatiques, européennes, africaines. Donc ça, c'est assez américaine, c'est assez intéressant. Voilà, c'est la découverte vraiment de vocabulaire, de toutes sortes de saveurs. Et puis de systèmes de production. On peut également découvrir la banane qui est produite dans une autre région de France, mais très éloignée. Donc là, implicitement, on aborde la question du transport. Vous voyez? Voilà, j'espère avoir répondu à tes questions. Oui, tout à fait. Et je te passe pour la fresque du cycle 2. Alors voilà, concernant le cycle 2, là, on étudie les systèmes naturels et techniques. On apprend à réaliser des expériences et on conduit des observations. On peut complètement s'inclure là dans un projet s'aventurier avec la méthodologie de la recherche, c'est-à-dire reprendre la démarche scientifique des chercheurs. On étudie plus avant les relations alimentaires et de communication dans les systèmes.
Donc, ça peut être intéressant également de voir tout ça. Et puis, on commence à parler des comportements respectueux vis-à-vis des autres et de l'environnement. Donc, on va pouvoir commencer à s'intéresser aux notions de gaspillage alimentaire, la gestion des déchets, la question des emballages, commencer un peu à travailler sur les énergies et au niveau toujours socio-éco, les traditions culinaires des autres pays. En fait, le programme scolaire lui-même entre petit à petit dans ces notions-là, puisqu'on verra en cycle 3 que c'est nettement plus développé. Enfin, les conséquences environnementales, les impacts sont nettement plus mis en avant. Voilà. Donc là, on touche surtout au domaine scientifique et également au principe d'hygiène de vie. Donc, on peut commencer à aborder la notion de… Alors, bien se nourrir, je ne vais pas repartir dans l'idée d'injonction, mais voilà, qu'est-ce qui fait du bien au corps bon, là, ça peut être intéressant. On est toujours dans des systèmes de fresques par rapport à des légumes, voilà, des systèmes centraux autour d'un légume, un fruit, des pâtes. La production de fromage aussi, ça peut être très intéressant. Et puis également, après, de faire comparer entre classes bien les différents projets de recherche, ça permet de découvrir justement différents systèmes. Certains vont, évidemment, toutes les classes ne vont pas pouvoir tout faire dans l'année. Certains vont s'intéresser davantage à un fruit, d'autres à la production de fromage, d'autres aux céréales. Le fait d'interagir après entre classes à la fin de l'année sur tout ça va permettre à tous les élèves de se renseigner, d'acquérir une culture commune de s'aventurier. Et ça, c'est également intéressant. Alors, concernant le cycle 3, on voit qu'il y a beaucoup plus d'impacts qui sont abordés. On peut effectivement parler de la notion de santé au niveau de la production locale, ce qui est produit avec des intrants et ce qui ne l'est pas. Alors, toujours avec une certaine prudence, évidemment. De toute façon, à l'école primaire, on n'aborde pas trop les notions de mal-être des animaux et des producteurs, la condition de travail des personnes. On commence tout doucement en CM2 parce qu'il faut tenir compte également des âges des enfants et de ce qu'ils peuvent comprendre et puis toujours de ces dimensions psycho-affectives des jeunes, des plus jeunes. Mais quand même, on aborde la notion de biodiversité, de gaz à effet de serre. Voilà, les paysages également, hein, ça s'est abordé alors davantage en géographie, en découverte du monde. Je pourrais peut-être rebondir en fait entre les impacts et les compétences, mais ça, si tu peux me… Au revoir, Canopée de l'heure. Si tu peux me mettre les compétences du cycle 3, ça sera peut-être plus évident. Vous voyez qu'on touche à davantage de domaines. Donc, on peut effectivement calculer les impacts, même sociaux, économiques, et bien en utilisant les langages mathématiques, en calculant, par exemple, les parts de bénéfices des producteurs, des distributeurs, voilà, et la part de taxes eh bien de l'État également. Alors, au niveau de la représentation du monde et de l'activité humaine, dès le CM1, eh bien, les systèmes d'exploitation et de production d'aliments sont étudiés, puisqu'on a la présentation dans les différents ouvrages de géographie de circuits courts et de circuits longs, voilà, de production assez petite aux grandes distributions. Donc là, elles sont étudiées la plupart des impacts, justement, toujours également dans les transports, pollution, la production de plastique, gaz à effet de serre, voilà. Et puis, on demande vraiment aux élèves de cycle 3 de mener une démarche scientifique et technologique et de mettre en place un protocole expérimental. Là, et de communiquer sur ces démarches. Donc là, on est vraiment dans la création d'un projet s'aventurier et la pédagogie de recherche. Ça colle très exactement au programme de l'éducation nationale. Évidemment, apprendre à communiquer avec les autres, ça, on l'a également en cycle 2 et en cycle 3, apprendre à communiquer de façon respectueuse, à partager son point de vue, à émettre des hypothèses, à accepter d'écouter l'autre et à produire de l'écrit.
Merci, Béni. Oui. Je sais pas, Je sais pas, est-ce que vous voulez revenir à la page des impacts du cycle 3? Je peux, oui. Voilà, parce que je ne sais pas si tout le monde a eu le temps de bien voir. Alors, c'est un peu petit. Alors, c'est petit, oui, effectivement. Oui. Si ceux qui le souhaitent, je peux vous l'envoyer, la présentation a posteriori. Elle sera aussi sur les actualités du site des aventuriers, donc dans les jours à venir. Donc, vous pouvez aussi la retrouver là-dessus. Voilà. Il y a donc, une question, en fait, main levée. Est-ce oui. qu'on peut garder les questions pour tout à l'heure, si ça, on peut garder déjà les mains dans l'ordre et pour finir dans le temps, et puis pour qu'on rassemble toutes les questions. Bénédicte? Oui. Alors, vous voyez, il y a beaucoup plus d'impacts qui sont étudiés en cycle 3. Au niveau socio-économique, les conditions de travail et rémunération des salariés. Alors, évidemment, on ne pourra pas tout aborder, mais déjà en CM2 sont quand même abordées les questions du travail des enfants ailleurs, de l'école. Donc là, il y a des enfants qui travaillent dans les champs, ailleurs, tout simplement. Au niveau environnemental, évidemment, on peut parler du gaspillage alimentaire, de la gestion des déchets, des énergies aussi qui sont utilisées lors de la préparation. Les énergies, différents types d'énergies utilisées en France sont étudiés en cycle 3. Et puis, en ce qui concerne les régimes alimentaires et l'équilibre alimentaire, là, l'hygiène de vie est toujours au programme et plus détaillée en cycle 3 également. Donc, voilà, toutes ces questions, en fait, sont plus développées à partir du cycle 3 et voilà. Merci, Bénédicte, pour ces informations qui peuvent vous donner, du coup, une meilleure compréhension et vous inspirer pour l'implémentation, l'utilisation de cette fresque dans vos classes à différents niveaux. Elle sera, on est en train de développer comme si sous la forme d'enjeu qui va être qui va comporter plusieurs extensions entre guillemets, si on utilise le terme plutôt gamifié, pour permettre à ces élèves de continuer à avancer dans cette réflexion en partant de quelque chose de plus simple et ensuite de les rajouter, par exemple, les impacts dans le cycle 3. Je pense que pour vous donner une meilleure idée aussi, cette fresque, elle va servir en tant qu'objet pédagogique à part entière. Donc, si vous voulez l'animer, ça peut être un projet qui peut durer toute une année. Elle peut aussi servir tout simplement de repère pour les projets s'aventuriers qui peuvent être menés dans l'année, pour que les élèves puissent se repérer dans cette chaîne, en prenant en compte les éléments qui viennent en amont et en aval de leur projet et les conséquences que ça peut avoir, les impacts et comment ils sont influencés ou pas. Et pour que ça soit moins abstrait ce que je suis en train de dire, je voulais vous présenter du coup les 9 projets que nous avons cette année, enfin pour l'année prochaine, autour de l'alimentation durable. Et ils vont apparaître dans quelques instants. Normalement, ça doit être là. Je vais vous laisser prendre connaissance des projets pour l'école. Il y a certains que vous allez voir vont être à la fois pour les 3 niveaux, pour l'école, pour le collège et pour le lycée. D'autres sont adaptés à juste un seul public. Et pour chacun de ces projets, vous allez avoir donc un vademecum qui va l'accompagner, qui va introduire la thématique, la problématique, vous présenter des ressources pour les animer dans la classe, faire l'état de l'art avec les élèves, mener le protocole de recherche et ainsi de suite. Et tout à l'heure, dans quelques instants, il y aura Laurent Emmanuel et Géraldine qui vont pouvoir vous présenter 2 de ces projets plus en détail pour que vous ayez une meilleure idée de comment ils vont pouvoir être implémentés. Donc, je passe au projet collège. Et j'en profite aussi pour dire que certains de ces projets sont clés en main. Donc, les enseignants qui souhaitent et les enseignantes qui souhaitent les exploiter dans leur classe tout seul, vous pouvez le faire en accord avec le programme et les compétences que vous voulez développer. Et ceux qui souhaitent avoir un mentor ou une mentor, vous allez aussi pouvoir en faire appel.
Donc là, je passe au projet lycée et je me tais un petit peu. Donc vous lisez les thématiques. Et donc, je passe la parole dans un premier temps à Géraldine pour qu'elle puisse nous présenter le projet qu'elle propose pour l'année prochaine. Et ensuite, ce sera Laurent Emmanuel et on aura Mathieu Estin aussi qui va pouvoir nous dire comment est-ce que ces projets, enfin les projets s'aventuriers, s'insèrent dans l'ordinaire de la classe pour que vous ayez une meilleure compréhension là-dessus. Je te laisse, Géraldine. Oui. Donc, le projet que je propose, je le développe avec 2 collègues, Stéphane Marette et Myriam Carrère. C'est le seul projet qui est purement en sciences humaines pour l'instant, mais j'espère qu'il y en aura d'autres. Il est développé, on est parti d'un objectif de viser lycée et collège et on essaye de le simplifier pour le primaire. C'est un projet qui vise à répondre à la question générale de ce que représentent les prix des aliments. Donc, en termes de problématiques, on voit que d'un côté, on a une demande qui est contrainte par l'accès physique et financier aux aliments de qualité, avec une information sur les produits qui est partielle et qui peut être perçue comme confuse sur la qualité. On a le problème de la multiplication des labels, des signes de qualité, et qui ne sont pas très lisibles pour le consommateur. Et de l'autre, on a une offre qui dépend étroitement des écosystèmes naturels, qui a de nombreux coûts cachés, c'est-à-dire qui ne sont pas reflétés dans le prix des produits en rayon. Donc, c'est des coûts environnementaux, mais aussi des coûts sociaux et de santé en lien avec les impacts dont on a parlé tout à l'heure. Alors, dans l'étape état de l'art, on veut faire réfléchir les élèves sur ce que sont les préférences alimentaires. Donc, en économie, on appelle préférences les choix qui vont être faits par les individus entre différents produits alimentaires, ou bien pour les élèves un peu plus âgés, ça va être des prix. Le prix, pour les préférences, ça va être le prix qu'ils vont être prêts à payer pour un produit donné. Et donc, à partir de documents, on va demander aux élèves de regarder comment on peut mesurer ces préférences et ces prix qu'on est prêt à payer, ces consentements à payer. On va aussi les faire réfléchir sur le lien entre qualité des produits et prix en les faisant observer des rayons alimentaires, des emballages. Et puis, on va leur demander de reconstituer les étapes de l'approvisionnement alimentaire, les acteurs qui sont impliqués, les ressources naturelles ou non qui sont nécessaires pour approvisionner les consommateurs avec ces produits. Et on va du coup utiliser notamment le matériel de la fresque qui vient de vous être présenté. Alors, en termes de protocole, on a pensé à 2 parties. Une première partie, ça serait une expérience économique de mesure des préférences des élèves ou de leur consentement à payer pour les élèves les plus avancés. Donc, on va leur demander leurs préférences pour des pommes standards et ensuite pour des pommes bio. Et entre les deux, on leur aura révélé de l'information sur les avantages du bio par rapport au standard. Pour les plus jeunes, on pense leur demander de choisir une combinaison de pommes et de les mettre dans un sac. Donc, pas de langage monétaire. Par contre, pour les plus vieux, on peut leur demander directement combien ils sont prêts à payer. Et je voulais préciser qu'une expérience en économie, donc c'est justement ça, c'est de demander à des individus de faire des choix, mais dans un environnement contrôlé, c'est-à-dire qu'on va pouvoir comparer des situations, on va faire varier seulement un facteur. Et donc, dans notre projet, les élèves vont être les expérimentateurs. Je ne sais pas si on dit ça. Enfin, ce sont eux qui vont mener la recherche sur des élèves d'une autre classe. Et les élèves de l'autre classe vont être les sujets. Et puis, la deuxième partie du protocole, ça va être un exercice de reconstitution des coûts dans la filière et de rémunération des acteurs dans plusieurs filières types, bio, pas bio, circuit court, circuit long, pour voir si les prix que les élèves sont prêts à payer couvrent bien les coûts réels et les coûts cachés.
La deuxième partie, c'est plutôt pour les élèves un peu plus avancés. Voilà. Et pour l'interprétation, donc on peut tracer des courbes de demande, c'est-à-dire c'est des courbes qui montrent les prix en fonction des quantités demandées, c'est-à-dire le nombre d'élèves qui est prêt à acheter la pomme pour tel prix. Ça, c'est pour les plus grands. On peut faire des calculs de profit et aussi voir si pour ces différents prix, le distributeur est prêt à fournir ses pommes, parce qu'une fois qu'il a payé tous ses coûts, que tous les acteurs de la filière sont rémunérés, est-ce qu'avec le prix qu'on lui donne, il est prêt est-ce qu'il peut fournir les pommes? Est-ce qu'il fait un profit? Est-ce qu'il a une marge? Et au final, on voudrait leur faire réfléchir aux conséquences prévisibles sur les orientations des filières et donc les impacts en termes de développement durable, des choix individuels, hein, ça rejoint ce qu'avait dit Laurent Emmanuel, les choix qu'on fait en termes de consommation aident à influencer les filières, même si ça ne suffit pas. Donc c'est pour ça qu'aussi, il ne faut pas oublier d'évoquer le rôle des choix collectifs via le vote, les associations, les ONG, qui vont aussi influencer l'action publique, parce que on est bien face à des choix collectifs. Voilà, et sur les résultats, suivant l'âge, on verra si ce sera sous forme de poster, qui est un mode de communication scientifique courant, une courte note ou complètement un article scientifique complet. Voilà, je laisse la parole à Laurent Emmanuel. Merci Géraldine. Tu passes la diapo. Merci. Alors, pour ma part, moi, j'ai réfléchi à un projet autour des repas servis à la cantine en me posant la question de savoir est-ce qu'ils sont durables ou pas. Donc, du coup, c'est une évaluation qu'on peut faire sur différents paramètres de la durabilité. On vous a dit que la durabilité concernait les aspects socio-économiques, environnementaux ou santé. Donc, il est assez libre de choisir au sein de la classe sur quel aspect l'enseignant ou les élèves ont envie de se poser la question par rapport à leur propre cantine. Et du coup, l'idée, c'est que la cantine reste quand même l'endroit où les enfants prennent la moitié de leur repas sur une année. Donc, c'est quand même un endroit où on peut se poser quand même la question de savoir si c'est une alimentation qui leur est proposée qui est durable ou pas. Alors, l'état de l'art, il repose sur le fait qu'il y a quand même des contraintes au niveau de la restauration collective qui sont imposées par différentes directives, notamment des directives gouvernementales. Donc ça, c'est vraiment très réglementé. Et également, l'offre alimentaire est quand même maintenant conseillée, notamment par le plan nutrition santé. Donc du coup, ils peuvent se baser, les élèves peuvent se baser sur ces éléments-là pour comprendre l'offre alimentaire qui est faite au niveau de la cantine. Sachant que le but, c'est quand même d'assurer au niveau de la cantine la fourniture de repas de qualité pour les enfants. Alors, le protocole de recherche, il va dépendre un petit peu du paramètre de durabilité qu'on veut étudier. Généralement, ça va être quand même une méthode d'observation avec du dialogue avec les acteurs qui proposent les repas à la cantine. Ça va être du recueil de données afin d'estimer le niveau de durabilité de notre alimentation. Par exemple, d'un point de vue nutritionnel, ça peut être la composition des repas et voir si l'équilibre alimentaire est relativement respecté ou pas. Ça peut être des aspects de saisonnalité, des aspects de fourniture en local ou pas des différents aliments. Ce qui va conduire, du coup, en fonction des paramètres, à différentes façons d'interpréter les données. Dans tous les cas, elles vont être recueillies sous forme de tableaux, de graphiques, éventuellement de cartes géographiques, si on s'intéresse à l'aspect environnemental et localisation des aliments utilisés à la cantine. Voilà, donc il y a plein de façons de représenter ces données et le but ultime étant d'arriver à les résumer de façon à expliquer à un lecteur
la question posée, la méthode utilisée pour y répondre et les solutions qu'on a obtenues, donc sous forme de posters, comme l'a dit Géraldine, d'articles courts. Voilà. Merci Laurent. Voilà, donc vous avez pu rencontrer ces 2 projets parmi les 9 qui sont proposés. Je tiens aussi à remercier et à dire que là, on n'en a que ces 2 exemplaires, mais parmi nous aujourd'hui, nous avons Anthony Fardet, Agnès Dury et j'oublie quelqu'un. Il y a Christine Lange qui propose des projets aussi également, si je me permets. Oups, je suis revenu trop loin. Donc, c'est les projets, peut-on fabriquer des pâtes aux légumineuses qui soient suffisantes pour protéger l'environnement, mais aussi pour gagner aux Jeux Olympiques. C'est le projet mené par Agnès Dury. Qu'est-ce qu'un aliment sain? Il n'est pas là. Il est dans celui d'après. Pardon, c'est le collège. Hop. Il est où? Non, il est là. Qu'est-ce qu'un aliment sain et une alimentation durable? C'est le projet proposé par Anthony Fardet. Et le projet collège, c'est le projet un aliment bon au goût, sont-ils mauvais pour la santé? Ont-ils une empreinte carbone plus élevée? Donc, juste pour vous dire que malgré le fait qu'on n'ait pas le temps d'inviter tout le monde à parler, ces projets sont là et ceux qui sont aussi intéressés par la suite, je vais vous présenter, je vais vous donner le lien pour les inscriptions. Vous pouvez nous écrire et pour poser plus de questions sur ces projets qui vont sortir à la rentrée. Donc, je remercie Laurent Emmanuel et Géraldine pour la présentation de leur projet. Que vous pouvez voir, pour ceux qui ont l'habitude des projets s'aventurier, ils sont proposés sur un format du coup clé en main, avec la présence ou pas des chercheurs IRAE. Laurent Emmanuel et Géraldine sont volontaires d'accompagner des classes l'année prochaine. Donc, Géraldine est en région parisienne, Laurent Emmanuel, j'oublie Gerbier, en Auvergne. Donc, s'il y a des classes qui sont géographiquement proches, ça pourrait matcher facilement. Et pour finaliser, je vais passer la parole à Mathieu Estin, du coup, professeur d'SVT, pour qu'il puisse en fait nous donner une vision de comment ces projets s'incarnent dans l'ordinaire de la classe et plus particulièrement dans les thématiques de l'alimentation durable qui vont peut-être faire appel ou se rapprocher des cantines scolaires. Donc, je laisse Mathieu nous prendre la parole. Oui, merci. Alors, effectivement, les projets s'aventuriers dans une classe, alors surtout sur une classe, pour ma part, de collège ou de lycée, sont des projets qui, en fait, suivent globalement le raisonnement des élèves, puisque, comme on l'a vu sur les différentes étapes qui sont proposées dans les projets clés en main, c'est ce qu'on fait vivre finalement aux élèves dans une classe de sciences. Mais aussi ce qu'on fait vivre à travers les projets qu'on peut mener. Moi, je m'appuie beaucoup actuellement sur les projets qu'on mène avec les éco-délégués, puisque c'est quelque chose qui va revenir énormément dans ce type de projet sur l'alimentation durable. Donc, à titre d'exemple, ça fait effectivement 2 ans qu'on prospecte avec les éco-délégués et qu'on fait un travail avec notre cantine scolaire de notre établissement, cette fois-ci pas autour de l'alimentation durable, mais autour des plastiques qui sont utilisés pour stocker les aliments, le réchauffage, etc. Et du coup, je souhaitais rassurer d'un côté les personnes qui serviront de mentor et d'un côté aussi les collègues sur le fait qu'il y a possibilité de travailler avec les cantines scolaires, de faire les projets qui sont proposés, notamment les projets liés à une réflexion autour des différents repas, puisque en exemple, la métropole de Lyon est actuellement extrêmement demandeuse
de la part des établissements scolaires qu'on fasse remonter une réflexion sur les repas, sur la durabilité des repas, sur les circuits courts aussi. Donc, tous ces projets, je trouve, s'insèrent effectivement très, très bien dans la réalité de beaucoup d'établissements scolaires. Et également, le fait qu'il va falloir se poser dès le départ, c'est si le projet inclut de la cuisson finalement, puisque c'est le réel souci qui se pose actuellement dans le secondaire, c'est la notion de cuisson et d'avoir accès soit à la cantine pour réaliser des expérimentations qui demandent de la cuisson et donc de ensuite goûter les aliments, ou alors prévoir quelque chose qui se passe en deux temps, c'est-à-dire les élèves font l'expérimentation en classe mais ils ne peuvent pas goûter ce qu'ils font, et c'est finalement la restauration scolaire qui va s'occuper de produire en plus grande quantité et de manière décalée les aliments que les élèves pourront à ce moment-là goûter, puisque on a désormais des normes par rapport à ça. Mais globalement, les personnels de restauration scolaire sont plutôt ouverts à ce type de projet. Voilà, il faut que ça soit bien un accord, par contre, qui soit fait au départ avec la direction et avec l'intendance des établissements dans le secondaire, et qu'il y ait une vraie rencontre avec les personnels de restauration. Mais dans l'ensemble, étant donné que eux ont de plus en plus de normes à respecter, mais aussi sont de plus en plus demandeurs de choses qui viennent de la part des élèves dans les repas. Donc, je pense que ce genre de projet, c'est extrêmement porteur d'un côté pour les personnels de restauration scolaire, d'un autre côté pour les enseignants et aussi pour les élèves au cours de leur scolarité. Merci beaucoup Mathieu pour ces informations, enfin pour ton expérience, ton retour d'expérience sur à la fois les projets s'aventuriers et les contraintes liées à la logistique liée aux cantines. Donc, avant de passer aux questions et aux réponses de nos intervenants, je voulais vous rappeler, comme l'a dit Ange, que nous sommes en train de réfléchir au MOOC qui va sortir. La production va se lancer en début d'année et vous aurez plus d'informations à la rentrée. Pour la fin novembre, une première partie, 2 semaines de formation. Je vois juste des messages. Et une deuxième saison, disons ça comme ça, qui va sortir pour le printemps 2024. Donc autour de l'alimentation durable, à la fois sur cette nouvelle façon de pouvoir les traiter dans l'éducation, et aussi un dialogue chercheur-enseignant sur chacune des thématiques pour que vous ayez à la fois cet apport théorique, mais aussi incarné dans les classes. Donc, je vous passe la dernière diapo en toute vitesse. Je ne sais pas pourquoi ma présentation a sauté. Donc, vous pouvez... Oups. Est-ce que ça va marcher si je fais ça? Tac, 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 tac. Ah zut, si je passe à la fin, il ne veut pas. Donc, je vais présenter là, et je vais aller doucement jusqu'à la fin pour que vous puissiez retrouver à la fois le nouveau site des Saventuriers qui a été mis en ligne ce matin. Donc, pour les enseignants et les enseignantes qui souhaitaient déjà vous inscrire au projet, vous pouvez le faire à partir de maintenant. À la fois, donc, vous avez le QR code en dessous si vous voulez vous connecter. Sinon, je peux dans quelques secondes, dans une minute, vous montrer sur le site comment est-ce que vous pouvez retrouver le lien d'inscription. Donc, je peux le faire. Je vais juste arrêter ici mon partage 2 secondes pour charger le site. Hop. Donc là, je vais le mettre. J'ajoute un petit. Je fais le partage. À nouveau, fenêtre. Normalement, c'est là.
Donc, vous allez retrouver dans les actualités, je laisse charger, du coup, des informations sur la séance d'aujourd'hui et en plus du replay quand ça sera mis sur YouTube. Donc, pour les chercheurs qui sont aussi là aujourd'hui, vous pouvez devenir mentor, vous pouvez retrouver le lien d'inscription là-dessus dans quelques jours. Vous avez déjà des informations actuellement. Et pour les projets, pour les classes, donc projet s'aventurier, inscrire une classe. Et vous allez avoir du coup tout le matériel qui est mis à disposition dans les différentes thématiques. Et plus en bas, vous pouvez candidater pour la saison 2023-2024. À partir de maintenant et jusqu'à l'entrée 2023-24. Et on va vous envoyer, pour ceux qui sont inscrits, une invitation. Faut-il que je refasse avec le nouveau site? Pauline, tu t'étais inscrite à l'ancien pour 2023-2024? Ok. Est-ce que vous pouvez m'envoyer un mail juste pour qu'on vérifie si ça avait été bien pris en compte? Et sinon, je vais vous dire de peut-être refaire sur le celui-là, sinon on peut. Ok, très bien, je prendrai ça en considération. Donc Aristoteles Camilo, je vais vous mettre aussi mon adresse mail dans le chat pour que vous puissiez me contacter au cas où. Je vous le mets tout de suite. Et j'arrête le moment pub pour vous laisser prendre la parole et poser des questions à nos intervenants. Hop, donc je mets mon mail dans le chat, comme ça vous pouvez m'écrire. Ceux qui ont des questions ou de remarques, vous voulez davantage d'informations sur ce que nous avons traité aujourd'hui. Donc je vais arrêter mon partage d'écran et vous laisser la parole s'il y a des questions dans la salle, des remarques. Pour l'instant, directement lever vos micros. Il y avait une question à un moment donné, je ne sais pas si c'était une mauvaise manip, quelqu'un qui avait levé la main. Donc, il y a Sarah Mage qui voulait poser une question. Oui, bonjour, je suis enseignante en mathématiques à Paris et j'accompagne les éco-délégués. Et je voulais savoir en particulier quel cadre pour les éco-délégués pour travailler sur un projet s'aventurier tout au long de l'année, sachant que ce sont des éco-délégués qui sont dans toutes les classes et que c'est pas forcément facile de travailler avec elles et eux régulièrement. Alors, je peux apporter une première question, une réponse, et puis après, je laisserai aussi Mathieu aussi porter son expérience. Donc, les projets s'aventuriers, là, ce qu'on vous propose, c'est des projets clés en main, donc pour une classe homogène, donc plus difficile à prendre en considération dans ce cadre-là. Mais un projet s'aventurier classique peut se poser sur une question ouverte, enfin une thématique pas posée au départ, donc parrainé par un chercheur ou une chercheuse qui va vous aider à trouver cette question avec la classe, donc avec cet ensemble d'élèves qui ont des compétences différentes, de niveaux différents et qui pourraient suivre les étapes, du coup pas les 5 étapes, mais les 8 étapes de la recherche, enfin modélisées par les aventuriers, en partant des questions des élèves, en passant par l'état de l'art, la question de recherche, jusqu'à la diffusion du savoir. Ça, c'est une façon de faire. Donc, c'est une classe un peu atypique et qui est tout nouveau au final parce que les éco-délégués, c'est assez récent. Est-ce que Mathieu, tu as une réponse plus précise vu que tu accompagnes aussi les éco-délégués dans ton établissement?
Alors pour la partie éco-déléguée, on se base beaucoup en fait sur les parcours. Donc on va se baser sur le parcours citoyen énormément dans ce type de cadre-là. Et du coup, en fait, ces parcours sont suffisamment libres pour que ce type de projet soit suivi et puisse être valorisé ensuite par les élèves, notamment s'ils le souhaitent en présentation à l'oral de brevet, par exemple, pour les élèves qui seraient en troisième. Maintenant, en termes de projets tels qu'ils sont proposés là, je pense que vu l'hétérogénéité possible qu'il y a au sein des éco-délégués, le plus simple souvent, c'est de partir sur un projet qui est peut-être du niveau inférieur de celui des élèves, basé sur un projet de type cycle 3 par exemple, et ensuite laisser les élèves progresser justement, donc comme le disait Aristoteles, dans les 8 domaines de la recherche en fonction de leur niveau. Et ça va leur apporter des réponses différentes, ça va leur faire se poser des questions différentes également, mais mener finalement une expérimentation qui est à peu près similaire puisque ça va rester dans la même thématique. Donc l'expérimentation sera globalement la même, mais les élèves vont pas se poser la question de la même façon sur qu'est-ce qui les a amenés à faire cette expérimentation. Globalement, c'est à peu près comme ça que ça fonctionne avec les éco-délégués si on fait un projet de recherche avec eux. C'est Mathieu. Est-ce qu'on a répondu à la question? Ok. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Donc, Pierre? Oui, bonjour. Voilà. Est-ce que vous Bonjour. m'entendez bien? Très bien. Alors, je vais brièvement me présenter. Donc, moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui est ancré dans l'éducation nationale. Je suis directeur de recherche, j'ai fait du développement des plantes. Et je représente ici une communauté de recherche que je vais décrire brièvement ensuite. Et ce que j'aimerais bien, c'est trouver des accroches ou des gens qui peuvent nous accompagner dans un projet qu'on est en train de développer. Donc, je représente ici une communauté de recherche qui est assez importante, d'essentiel des laboratoires de biologie végétale en région parisienne. On est ancré sur l'Université de Paris-Saclay, ça s'appelle Sciences des plantes de Saclay. Et donc, on est aussi associé aux tutelles classiques, INRAE, CNRS, etc. Donc, c'est 700 à 800 personnes, entre 50 et 60 laboratoires. Et associé à cette communauté de recherche, on a aussi des programmes de médiation scientifique. Donc, moi, je suis co-coordinateur de ces actions-là. À titre d'exemple, on a accueilli une cinquantaine de groupes scolaires, un peu moins de 1500 élèves cette année scolaire-ci, avec un atelier qui est axé sur la sélection, la domestication et la sélection des plantes. Et donc, c'est un atelier qu'on appelle interactif et ludique, 1h30, 2 heures, où il y a plusieurs séquences et on interagit sur un sujet particulier. Donc, après avoir développé cette première activité, on aimerait bien aussi maintenant développer un atelier qui est plus sur l'alimentation, les modes de production et de consommation et le réchauffement climatique aussi. Et j'étais curieux de savoir ce qui se fait. Donc, chaque fois que je vois quelque chose qui est un petit peu dans ce périmètre-là, j'essaie de mieux comprendre. Je vois qu'on n'a pas vraiment encore abordé les activités qui portent sur les lycées, parce que c'est notre public privilégié. Alors, je profite de ma présence ici pour vous demander si vous connaissez des actions dans ce sens-là, si vous êtes intéressé d'échanger, ou s'il y a certains d'entre nous qui seraient intéressés d'échanger un petit peu plus sur ce sujet-là, sur ce type de public-là, ou si c'est déjà quelque chose qui est inclus dans ce qui va suivre le programme que vous avez présenté aujourd'hui. Donc, je parle au nom de la FPER. Effectivement, dans les projets, on en a 3 qui s'adressent aux lycéens. Et nous sommes toujours ouverts à des collaborations de création de contenu pour qu'on puisse en fait permettre que ces projets puissent être empruntés dans les classes. La seule contrainte, ce que nous on propose, c'est toujours de l'éducation par la recherche.
Donc, que les élèves soient acteurs dans cette démarche-là et qui découvrent du coup la démarche scientifique en développant les compétences qui sont associées. Donc, si vous voulez échanger davantage, vous pouvez m'écrire, je vais noter votre nom. Et puis, on pourrait en parler plus en détail de ce que vous menez. La FPER, actuellement, elle est aussi en train d'organiser des Science Camp pendant les vacances scolaires qui occupent les campus universitaires, dont Saclay. Donc, au revoir Myriam. Merci, je note les mails. Et ça pourrait tout à fait correspondre à nos besoins de développement aussi. Donc, je prends note. Moi, je m'adresse bien sûr aux aventuriers, je m'adresse aussi à quiconque, par ailleurs, est intéressé d'échanger sur un périmètre un petit peu différent, peut-être pas un format auquel vous êtes habitué. D'accord. En même temps, je cherche l'information, mais je suis aussi ouvert à des discussions. Donc, moi, je suis basé à Versailles et on est basé sur essentiellement l'ensemble du périmètre de l'Université Paris-Saclay. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réagir aussi? J'ai vu que vous avez laissé votre du coup mail et le site. Donc, les gens vont pouvoir aussi vous contacter à l'issue du webinaire. Ok, merci. Merci à vous. Bon, si on n'a plus de questions, je voulais vous remercier tous, toutes d'être venus, à nos intervenants d'avoir préparé cette présentation avec la FPER, de partager en fait votre temps et votre implication pour ces projets de recherche dans les classes. Donc, je sais que c'est pas une tâche facile, ça vous demande énormément d'investissement. Et je voulais aussi remercier aux enseignants et enseignantes et autres qui sont aussi connectés. Si vous voulez vous participer à des projets dans les classes, n'hésitez pas à aller sur le site, sur la chaîne YouTube des Aventuriers. Il y a énormément de ressources disponibles pour que vous puissiez comprendre et voir la complexité. L'alimentation durable n'est qu'une des thématiques qui est abordée. Et vous pouvez trouver des projets qui peut-être sont en accord avec ce que vous voulez faire pour l'année prochaine ou dans les années à venir. Parmi nos intervenants, est-ce qu'il y a aussi quelqu'un qui voudrait dire quelque chose, un mot, ou sinon je vous dis, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. 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 À bientôt. Merci. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci.